Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Avant de commencer cette interview, je voudrais simplement prévenir nos auditeurs et auditrices que dans le cadre de la campagne Octobre Rose, nous allons aborder dans le détail le sujet du cancer du sein avec notre invité. Et donc, ça reste bien sûr à votre discrétion de choisir de poursuivre votre écoute ou pas si vous sentez que ce n'est pas le bon moment pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre consoeur Valérie Gerget. Bonjour Valérie, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Colline, bonjour à tous. Alors Valérie, avant ta présentation, je crois qu'il y a une chose que j'ai envie d'exprimer, c'est que j'ai été éblouie par la joie de vivre, ton sourire, l'énergie qui se dégage de toi. Je te connaissais pas, mais je savais que je te rencontrais pour qu'on parle, notamment dans ton parcours professionnel, de l'impact qu'a eu le fait que tu aies eu un cancer du sein. Et aujourd'hui encore, quand tu arrives et que tu me dis bonjour avec un grand sourire, tout ça, que tu as plein d'énergie, je me dis, j'ai hâte qu'on en sache plus sur comment tu fais pour en être là aujourd'hui. Mais voilà, je tenais à le dire parce que vraiment, ça me marque et que les auditeurs et auditrices ne le voient pas. Mais ils vont l'entendre, je pense, à ta voix. Donc Valérie, t'es sortie de Liège en 2005 et t'as exercé en Belgique et en France, principalement dans des grosses structures où chaque vétérinaire avait ses domaines de prédilection. Les tiens, ça a été à ce moment-là le comportement, la kiné, l'écho-abdo, l'écho-cardiaque. Du coup, tu as fait pas mal de cas de médecine interne. Tu as eu le surnom de Miss CDM. Et tu as aussi un parcours universitaire, puisque tu as fait partie du service de nutrition à Liège, où tu as enseigné, fait de la clinique et commencé une thèse de doctorat. Au cours de ta carrière, tu as vécu plusieurs événements vraiment pas faciles, donc notamment un burn-out, un divorce, le décès de ta maman et un cancer du sein. Aujourd'hui, tu es en rémission. Tu vis dans la maison de ton enfance en Belgique avec ton fils de 11 ans. Tu as ouvert une petite structure vétérinaire où tu ne pratiques que tes disciplines passion, c'est-à-dire la nutrition, le comportement et un petit peu de kiné. Et ce qui est très intéressant, je trouve, et donc tu nous en diras plus tard, c'est que tu travailles à mi-temps dans cette structure puisque tu gardes du temps pour donner 3 fois par semaine des cours de yoga pilates. Et quand on a préparé l'interview, tu as dit une phrase qui m'a vraiment marquée et qui, je pense, explique aussi cette joie et ce sourire dont je parlais avant l'introduction. Tu as dit « Je suis persuadée que mon cancer est le seul moyen qu'ont trouvé mon corps et mon cœur pour enfin se faire entendre. » Moi, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit « Ok, on va parler d'un sujet pas facile, mais on va en parler avec... aussi une notion d'espoir et de transformation de philosophie de vie qui peut amener de l'énergie et de la joie, même en ayant vécu cette épreuve-là. » Donc sans plus tarder, Valérie, on va commencer par la première question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Ouf. Alors, en fait, vétérinaire, c'était un peu, j'ai envie de dire, une évidence depuis que je suis toute petite, je crois. Enfin, sans doute comme beaucoup d'entre nous, depuis que je suis petite, dès qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, c'était vétérinaire. C'était toujours ce qui revenait. Après, pendant mes humanités, c'est vrai que parce que c'est comme ça qu'on appelle ça les humanités. Donc, c'est quand on est, je sais plus comment ça s'appelle chez vous en France, mais dans la grande école. Enfin bref, avant le bac, quoi. Je me suis posé pas mal de questions à me dire, tiens, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ou quoi que ce soit. J'ai été regarder
regardais un petit peu à gauche, à droite. Et puis finalement, en fait, non, je revenais toujours. C'était de toute façon des études scientifiques. C'était de toute façon dans le soin. C'était de toute façon, voilà, de quelque chose plutôt apporter du soin aux personnes, aux animaux, quoi que ce soit. Et donc c'est ça que voilà, vétérinaire, ça a été un choix, mais plus une évidence qu'un choix. Ouais, c'est ça. C'était l'évidence depuis le début pour toi. Ok, génial. Pour devenir vétérinaire, tu as dû, comme tout le monde, en passer par des études. Tu as fait tes études donc en Belgique et tu les as fait sur 2 universités, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en Belgique, donc on a pour les dernières années, on a de toute façon que soit Liège pour les francophones, soit Gand pour les néerlandophones. Mais pour les 3 premières années, on a plusieurs choix d'écoles. Et donc j'avais été dans l'école qui était la plus proche de chez moi, donc à Namur. Et donc c'est ça que j'ai fait 3 ans à Namur et puis 3 ans à Liège. Ok, Et donc j'ai super. été diplômée en 2005 à Liège. Voilà. Ok. Et toi, ces études-là, qui sont quand même des études qui sont pas faciles, elles sont différentes de la France puisque, et tu me corriges si je me trompe, hein, mais il me semble que vous pouvez être éliminé, en fait, être sorti des études chaque année. Comment toi, Oui, tu as tout à fait. vécu globalement ces études-là? Très bien. Ouais. En fait, les études, enfin, les études en elles-mêmes, voilà, je vais pas dire que j'ai aimé étudier, mais bon, en même temps, voilà, j'apprenais des choses qui vraiment m'intéressaient, et donc c'était quelque chose qui me passionnait déjà à l'époque. Et alors, en plus, alors évidemment, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais chez nous, en Belgique, on a vraiment une très très chouette ambiance au niveau, enfin, entre étudiants, avec beaucoup de guindailles organisées, etc. Donc, on a beaucoup de festivités, beaucoup de choses très très chouettes. Et j'ai envie de dire que autant pendant mes années d'études avant le bac, hein, j'étais souvent un peu une espèce d'extraterrestre dans ma classe. Et là, j'ai eu l'impression de me retrouver avec plein d'extraterrestres autour de moi. Donc en fait, non, quand je dis extraterrestre, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on se retrouve beaucoup entre personnes qui ont une sensibilité quand même assez importante, justement un besoin d'aller vers l'autre, un besoin de aussi bien de communiquer que de prendre soin des autres. Et donc ça fait du bien de se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent au final, je trouve. Okay. Et donc j'ai vraiment eu cette impression d'appartenir à un groupe. Alors en plus de ça, on a le baptême chez nous qui fédère quand même pas mal enfin voilà, ça donne vraiment un esprit de groupe assez chouette. Et donc moi, c'est vrai que j'ai très très bien vécu mes années d'études. Étant donné qu'aujourd'hui, tu as plusieurs disciplines qui sont vraiment des passions et que tu as exercé dans des cliniques où tu as vraiment eu la majorité de ton temps sur certaines disciplines bien précises, comment ça s'est fait ce choix est-ce que ça s'est fait dans tes études ou c'est après quand tu as commencé à travailler, tu vois, comment ça s'est passé pour toi? Par exemple, bon, le comportement, parce que ça a été vraiment la première passion, j'ai envie de dire, pour moi. C'était déjà pendant mes études, mes cours d'éthologie. Ça a vraiment été quelque chose que j'ai vraiment adoré, l'étude du comportement, etc. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler, j'étais au début dans une c'était une grosse structure où il y avait très peu de canines. Et malgré tout, j'ai assez vite voulu commencer à faire des consultations de comportement. Donc là, de nouveau, j'étais vraiment regardée comme une extraterrestre. Je réutilise ce terme encore une fois, visiblement, il y a quelque chose avec ça. Mais donc, du coup, oui, j'ai voulu quand même commencer du comportement. Donc, c'était il y a 20 ans. On ne parlait quasiment pas de ça. Donc, je me suis formée autant que j'ai pu avec des bouquins, mais des formations, etc. Il y avait pas encore toutes les formations qu'il y a aujourd'hui avec le DU, etc. Et donc, j'ai commencé à pratiquer et de fil en aiguille, voilà, je me suis formée comme ça. La kiné, c'est un peu spécial. C'est en fait, j'avais un vieux chien à moi, donc pour qui je ne trouvais pas de réponse dans la médecine. Et donc je me suis dit, il doit y avoir autre chose qui doit pouvoir m'aider à avancer à ce niveau-là. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers cette formation c'est entre guillemets grâce à lui, vers cette formation de kiné. Après, pour tout ce qui était écho, etc., ça c'était vraiment le fait de vouloir aussi de nouveau aller plus loin dans mes diagnostics, parce que je me sentais parfois bloquée quand j'étais en médecine interne, et je voulais pouvoir aller chercher plus loin ce qui se passait. Okay. Et puis la nutrition, j'ai envie de dire que ça faisait partie. J'en faisais déjà beaucoup parce que ça faisait partie justement de cette espèce de médecine. Alors je vais l'appeler holistique. Je sais pas si c'est vraiment le terme,
terme, mais en tout cas cette médecine qui prend en compte vraiment tout l'animal, tout le patient dans son entièreté. Et donc c'est vrai que voilà, je travaillais déjà beaucoup la nutrition, et puis évidemment, voilà, mon poste à l'université a fait que j'ai vraiment pu exercer en des consultations vraiment en nutrition, et puis de développer aussi la nutrition du cheval, et donc voilà, ça a été c'est venu, j'ai envie de dire, oui, plutôt au fur et à mesure de mon parcours, un peu. En fonction de ce que tu rencontrais. Oui, et c'est vrai qu'à une époque, je me suis dit, tiens, tu te disperses, tu vas un peu. Puis en fait, je me suis rendu compte que non, tout faisait justement partie de cette approche globale, hein, du patient, et vers ce côté holistique, bien-être, etc. Voilà, quelque chose d'avoir une approche assez, je trouve, moi, complète en tout cas. Ouais, génial. Et je suis curieuse que tu me dises, parce que on n'a pas beaucoup d'années d'écart, mais les choses peuvent évoluer très vite. Et en plus, tu sors d'une école belge. Comment ça s'est passé pour toi le tout début de ta carrière? Trouver un premier travail, tu vois, c'était difficile. T'as trouvé tout de suite. Il y avait trop de vétos. Tu vois, comment t'as vécu ça en fait? En fait, mon tout premier boulot, c'était chez mon maître de stage, qui, du coup, m'a demandé si je voulais, après mes stages, après mon diplôme, le remplacer pendant ses vacances, sur les mois d'été. Parce que du coup, il y avait lui, mais il y avait aussi d'autres personnes qui travaillaient avec lui. Donc, en fait, j'ai fait un roulement pour remplacer un puis l'autre. Donc ça a vraiment été mon tout premier poste. Et puis ensuite, le poste suivant, je l'ai pas vraiment choisi, entre guillemets, parce que du coup, j'ai rejoint mon compagnon de l'époque, hein, qui travaillait dans une structure rurale, et donc c'est là que j'ai intégré alors un petit poste en canine, mais c'est ça, que c'était une canine c'était dans le fin fond de la Mayenne. C'était une canine qui était vraiment très très rurale. Donc moi qui débarquais avec mes idées de canine, j'avoue que j'ai parfois eu un peu du mal à vivre ma pratique dans ce milieu très très rural, qui médicalisait à l'époque, en tout cas, vraiment peu les petits animaux, quoi. Donc, voilà. Donc en fait, c'est vrai que je n'ai pas eu de difficultés. Ouais, t'as trouvé facilement du travail, et quand tu es partie en rural, donc en suivant l'amour, tu as pas du tout exercé en rural. T'as exercé exclusivement en canine, c'est ça? Oui, je faisais un petit peu des chevaux, mais voilà, des petites choses basiques. Mais en tout cas, en bovin, je n'ai jamais exercé en bovin, non. Okay. Dans toute ma carrière. Ok. Et si je peux demander, qu'est-ce qui après a fait que tu as changé de poste par rapport à ce job-là où la canine était peu développée, c'était très rural? En fait, du coup, donc la personne avec qui j'étais à l'époque, on devait même se marier, puis on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas grand-chose malheureusement à faire ensemble. C'est-à-dire qu'on était sortis ensemble quand on était aux études, et puis dans la vraie vie, j'ai envie de dire, par la suite, on s'est rendu compte que non, c'était pas, voilà. Ça ne servait pas à grand-chose de continuer plus loin ensemble, et donc, mais donc ça devenait compliqué de rester dans la même structure, hein, que lui. Ça, il était du coup mon patron, etc. Donc voilà, ça a été. Ouais. Ok. C'est ce qui a motivé mon départ. Et donc t'es allée où après? Ça, c'est un peu une répétition dans l'histoire de ma vie. C'est que du coup, la personne avec qui j'étais par la suite, du coup, par contre, qui habitait aussi en Mayenne à l'époque, est rentrée en Belgique pour travailler à l'université à Gand. Et donc, je l'ai suivie. Je me suis retrouvée en partie néerlandophone, où je ne parlais pas. Si, j'avais les bases de l'école, mais pas plus que ça. Je ne parlais pas sinon le flamand. Donc, j'ai d'abord resuivi des cours pour pouvoir exercer alors en néerlandais. Et donc, j'ai été retravailler alors en Belgique à cette époque-là pendant 1 an et demi. Et puis ensuite, voilà, la vie en Belgique, vétérinaire en Belgique, c'est quand même pas la même vie qu'en France. Et donc, quand on a connu la France et qu'on n'a pas d'attache, on a décidé tous les deux, du coup, de repartir en France. Et c'est là qu'on est arrivé en Bretagne, où on est resté quand même fort longtemps, pendant un peu plus de 5 ans. Et puis du coup, derrière, il y a eu de nouveau des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai voulu me rapprocher de la Belgique, et notamment j'ai eu un petit garçon, donc c'est vrai que je voulais qu'il soit un peu plus près de ses grands-parents, cousins, etc. Et puis à un moment donné, pareil, de nouveau une séparation malheureusement. Et là par contre, du coup, moi je suis alors partie pour vraiment rentrer en Belgique, mais j'ai continué à travailler dans une grosse structure. Et donc voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à différents postes. Et c'est vrai que
C'est un peu je pense que, et c'est là que je pense que la phrase que tu avais dit dans l'introduction, dans ma vie, j'ai pas souvent fait de choix, en fait. J'ai souvent suivi, j'ai souvent fait ce qu'on attendait de moi, etc. Suivi parce que voilà, les choses se mettaient ainsi, mais c'est vrai que je ne choisissais pas moi-même ce que je voulais. C'est-à-dire que même quand je suis rentrée en Belgique, alors si j'ai beaucoup aimé la structure où j'ai été travailler, mais voilà, c'était plus un peu dans l'urgence, il fallait trouver quelque chose. Pareil aussi quand j'ai commencé à travailler à l'université à Liège, j'ai aussi beaucoup aimé alors une partie du boulot, c'est une partie que j'aimais moins, mais en tout cas voilà, c'était aussi de nouveau un peu j'ai souvent eu l'impression de ne pas réellement faire un choix. C'était plutôt des choix que je devais faire dans l'urgence ou quand je suivais. Et donc c'est ça que là ici aujourd'hui je choisis vraiment ce que je veux faire, et c'est quelque chose qui est devenu enfin important pour moi. Ouais. J'entends que dans le choix, en fait, il y a une notion de temporalité. C'est tu prends le temps de sentir ce que tu as vraiment envie de faire et de choisir à ton rythme plutôt que de dire ah bon vite bon bah allez ça, alors que t'as pas vraiment pris le temps de te dire est-ce que vraiment c'est ce dont j'ai envie, quoi. Oui, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai jamais pris le temps de faire. C'était tout allait toujours très vite, et comme je trouvais souvent très vite un travail, puis il y a rien à faire avec les années qui avancent. J'ai envie de dire, enfin, je vais pas dire expertise parce que c'est pas le bon mot. Je ne suis pas experte, mais en tout cas, le fait d'avoir des domaines dans lesquels j'ai de plus en plus de skills, mais je sais pas comment est-ce que je peux dire compétences. ça en français, mais de compétences. Merci. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème à trouver un boulot, donc à la limite, c'était limite presque chaque fois le premier que je trouvais, pouf, hop, j'étais engagée, c'était reparti. Et plutôt que de vraiment me poser et me dire, tiens, qu'est-ce que moi j'ai envie, où est-ce que j'ai envie de vivre, où est-ce que j'ai envie d'être, etc. Okay. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Ouais. Et en même temps, j'entends par exemple qu'en Bretagne, t'es restée 5 ans. C'était une grosse structure aussi en Bretagne? Oui. Okay. En fait, j'ai travaillé sur 2 structures en Bretagne, une moyenne structure, et puis j'avais eu un mi-temps, parce que je n'avais qu'un mi-temps au début, donc puis j'avais eu un deuxième mi-temps sur une grosse structure. Et la grosse structure, à un moment donné, m'a proposé un temps plein. Donc finalement, j'ai travaillé tout dans la grosse structure au final. Et qu'est-ce qui te plaît à toi dans le fait de travailler dans une grosse structure? D'ailleurs, je veux bien que tu nous dises quelques mots sur ça veut dire quoi grosse, et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Alors, grosse structure, par exemple, si on prend la structure en Bretagne, je pense qu'on était 10 ou 12 vétérinaires, avec aussi pas mal d'ASV, sans doute au moins autant d'ASV, je me souviens plus exactement du nombre. Il y en avait une partie, je crois qu'ils étaient 4 en rural, et puis les autres, nous, on était en canine. Ce que j'aimais, moi, en tout cas, bon, déjà, c'était le fait d'avoir un rythme de travail à la française. Donc, ça veut dire, voilà, des semaines avec qui ne sont pas à rallonge, ce qu'on n'a pas souvent en Belgique. Le fait de pouvoir travailler à plusieurs, et donc d'avoir des jours off, d'avoir des soirées libres, etc. Donc déjà rien que ça. Mais alors aussi surtout le fait d'avoir un échange autour des cas, ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, pouvoir discuter de mes cas avec des collègues. Et alors justement le fait qu'on ait chacun nos petits sujets, nos petits les domaines dans lesquels on est compétents, ou en tout cas dans lesquels on a des formations supplémentaires. Et donc ça, je trouve ça vraiment très enrichissant, pouvoir travailler avec des personnes. Par exemple, on en avait une qui était spécialisée en ophtalmo, une qui était spécialisée en AC. Alors quand je dis spécialisée, ce ne sont pas des spécialistes européens, simplement ils ont fait des formations supplémentaires et ils ont plus de compétences que moi dans ces domaines-là. Et donc c'est très agréable de pouvoir travailler, je trouve, avec d'autres personnes comme ça. Et puis c'est vrai que voilà, le simple fait que quand on hospitalise un animal, on a les ASV qui sont là pour s'en occuper, enfin même avant, après la chirurgie. C'est des choses, quand je suis moi revenue en Belgique au début, ça a été très dur pour moi de se dire voilà, c'est vrai que on va soi-même chercher l'animal en salle d'attente, par exemple une petite chatte pour une stérilisation, puis il faut l'endormir, la préparer soi-même, préparer toute sa salle soi-même, puis quand on a fini de tout ranger, tout nettoyer, enfin voilà, c'est tout bête, mais c'est tout seul, c'est tout seul, quoi. Et donc, c'est vrai que quand tu es dans une structure à plusieurs, ça fait du bien de pouvoir compter sur une équipe autour de toi, quoi. Ça amène une organisation et une qualité du travail différente.
peut-être pas une qualité, mais une organisation différente, puisque du coup, tu es concentré sur des tâches qui sont vraiment au plus près de ta compétence vétérinaire, au lieu de faire des choses qui sont de la compétence d'accueil, de la compétence de scrub et tout. Nous, on sait faire, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont partagées avec les assistantes et les assistants, et où du coup, c'est vrai que si tu peux te retrouver à faire que des choses qui sont dans ton domaine de compétence, il y a peut-être quelque chose de plus stimulant. Et j'entends que toi, ça te plaît. Je te demande pourquoi ça te plaît, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir une casquette et faire tout. Tu vois, il y a des personnes à qui ça plaît d'être dans des entreprises plus petites, plus calmes. Donc, tu vois, je trouve ça intéressant que tu dises, tiens, mais moi, ça me plaît vraiment, l'échange, ce que ça amène d'être nombreux comme ça dans l'efficacité. Oui, si, c'est vraiment, je pense, une question, d'efficacité et de qualité. Et je vois que voilà, à mon sens, une ASV, enfin, parce qu'on avait des très très chouettes ASV en hospitalisation, elle faisait des choses bien plus intéressantes et bien plus à fond que ce que moi je n'aurais fait. Pareil, même les préparations de salle. Enfin, je veux dire, toutes des choses qu'elle faisait. Enfin, elle faisait un travail formidable. Où quand moi je dois le faire, je ne suis pas du tout. Enfin, je n'ai pas à dire que je ne suis pas compétente. C'est pas ça. Mais en tout cas, je ne le fais pas aussi bien qu'elle. Et je trouve qu'en effet, voilà, c'est autant utiliser les forces de chacun sur chaque poste. Et ça, je trouve que c'est quelque chose à mon sens, qui est aussi quand même un gain de qualité. On parlait de qualité, je pense que c'est réellement un travail plus qualiteux quand chacun peut apporter son point fort dans l'édifice, quoi. Oui, effectivement. Effectivement, je te remercie de le préciser, parce que en le disant, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai qu'une personne dont le job c'est de préparer des salles de chir et de faire des hospitalisations, elle va devenir bien meilleure que toi. Ah oui. Tu sais le faire, mais tu le fais que 5% de ton temps, là où elle c'est 80, quoi. Effectivement. Merci de l'avoir représenté comme ça. Ah oui. Trop cool. Avec plaisir. Et une fois que tu as eu toutes ces expériences en clinique, tu as aussi eu cette expérience à l'université. Comment tu y es arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tu es sorti du domaine privé et que tu es retourné en universitaire? Alors, à la toute base, le but n'était pas d'abandonner le privé pour retourner en universitaire. Normalement, j'avais postulé pour un poste à temps partiel à l'université, et donc je comptais continuer ma pratique et travailler à l'université. En fait, c'était pour me permettre d'avoir les deux cordes à mon arc, puisque donc j'étais maman solo, et donc c'est vrai que parfois, souvent on s'inquiète de se dire est-ce que je vais pouvoir boucler chaque fin de mois, etc. Enfin, j'exagère, mais en tout cas est-ce que je pouvais pouvoir être confortable, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec de nouveau aussi une proposition en fait pour un temps plein que j'ai accepté. Mais donc du coup ça commençait à faire beaucoup avec le cabinet vétérinaire à côté. Et puis surtout, on m'a proposé à un moment donné donc de démarrer une thèse de doctorat pour avoir un poste d'assistante, assistante en nutrition. Et du coup, j'ai eu envie d'accepter ce poste, mais là, c'était clairement plus possible de cumuler avec la pratique à côté. Ça faisait vraiment beaucoup trop. Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler? Parce que c'est quand même bien particulier comme milieu. Tu vois, c'est un peu comme si d'un coup t'étais parti en aviaire ou que t'étais allé faire du labo. Tu vois, c'est pas encore une autre structure où tu fais de la pratique. Le milieu universitaire, c'est un milieu bien à part entière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler à ce mi-temps dans le service de nutrition? Alors en fait, je n'ai pas postulé au mi-temps en nutrition. D'abord, j'ai postulé en médecine équine, les chevaux, et ils cherchaient une assistante pédagogique. En fait, je regardais les annonces et je suis tombée donc sur cette annonce d'assistante à temps partiel, donc assistante pédagogique en médecine équine. Et je sais pas te dire, je me suis dit ça pourrait être franchement chouette, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est enseignement. La médecine équine, j'en ai pas fait beaucoup dans ma carrière. C'est vrai qu'à la base, je me destinais pour être véto chevaux. Puis en fait, la vie a fait, comme je t'ai dit, j'ai été engagée chez mon maître de stage. Puis je me suis retrouvée un peu embarquée et je me suis dit pourquoi pas, même si moi je ne vais pas faire de la médecine, mais je vais quand même beaucoup discuter de médecine avec les étudiants, organiser des TP, etc. Et donc je me suis dit ça peut être fort sympa. En plus, ça, c'était un poste seulement pour quelques mois. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de voir justement, si le milieu universitaire
ça me plaît, si je me plais dans ce que je fais ou quoi ou qu'est-ce. Et je me suis beaucoup amusée dans ce poste. Et donc c'est là quand il y a eu du coup la proposition d'un poste à temps plein en nutrition que je me suis dit bah oui, pourquoi pas, continuons là-dedans. Et puis au fur et à mesure, je me suis quand même rendu compte que les choses, voilà, vu que on me proposait de plus en plus de choses, ça devenait compliqué de continuer la médecine à côté. Et là, c'est vrai que ça a été un choix de nouveau un peu, voilà, c'était un choix sans doute de raison, je pense, à l'époque, de me dire clairement, un poste à l'université, c'est un poste qui est sécuritaire avec mon petit garçon, etc. Donc ça n'a sans doute pas été un choix de cœur, même si j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai fait. Très clairement, quand j'ai décidé de commencer à bosser là, c'était un choix de raison, oui. Ok. Mais ça a énormément de sens, vu que comme tu l'as dit, tu es maman d'un petit garçon toute seule en Belgique. Tu as bien expliqué que les conditions de travail des vétérinaires sont, en tout cas à cette époque, parce que ça a peut-être un peu évolué depuis, mais beaucoup plus difficiles. Et donc toi, tu te choisis une voie qui est différente et qui permet plus de confort de vie. Et comment ça se passe ce transfert de service et ce transfert d'organisation, puisque tu as parlé du fait que tu as aussi commencé une thèse de doctorat à ce moment-là? Oui, tout à fait. Alors ça se passe bien parce que du coup je me retrouve. Enfin, la médecine équine, je me suis vraiment bien amusée, très franchement, parce que j'ai mis en place plein de choses. Je me suis vraiment bien plu. C'était vraiment chouette. Et puis quand je suis arrivée dans le service de nutrition, j'ai continué à mettre en place des nouvelles choses parce que par exemple il n'y avait pas encore de TP, donc de travaux pratiques pour la nutrition des chevaux. Donc j'ai mis ça en place. J'ai mis en place différentes choses. Donc je me suis vraiment bien amusée. J'ai eu la proposition donc pour la thèse de doctorat. Qui du coup sur le coup m'intéressait dans le sens que voilà, c'est vrai que ça me permettait de pérenniser mon poste d'assistante, ça me permettait d'avoir des contrats du coup à plus longue durée. Et puis le fait de démarrer une thèse de doctorat, c'était pas quelque chose qui me rebutait ou quoi que ce soit, je trouvais ça même intéressant. J'avoue que j'en suis revenue dans le sens que voilà, la recherche, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et puis comme ça, je me suis retrouvée avec un sujet que je n'avais pas vraiment choisi, mais que j'avais hérité de ma prédécessrice, donc qui était partie, qui avait juste commencé un sujet, mais qui n'avait pas continué, parce qu'elle avait préféré elle repartir en France justement. Et donc je me suis retrouvée avec un sujet où j'ai dû énormément faire. Finalement, je faisais beaucoup de statistiques, de biostatistiques, de bioinformatique, des choses que je ne maîtrise pas du tout, qui sont très très loin de ce que moi j'aime, très très loin de la clinique, très loin de la médecine. Et donc j'avoue que là, ça a commencé à devenir beaucoup plus compliqué. Alors j'avais heureusement développer un petit service de nutrition des chevaux, aussi bien avec la médecine interne, donc les chevaux pathologiques, qu'avec la médecine sportive, donc tout ce qui est chevaux de sport, etc. Et donc ça, c'était aussi une partie qui était super chouette et motivante, etc. Les TP avec les étudiants, j'ai toujours adoré aussi. Mais j'avoue que la recherche, la partie thèse, c'est devenu à un moment donné fort compliqué pour moi. C'était quoi le sujet que tu avais ? Alors, c'était le microbiote du chien obèse. Donc voilà. Mais alors, en plus de ça, il faut savoir aussi que c'est à l'époque, justement, où ma maman est tombée malade, a eu des très, très gros soucis de santé. Elle a dû être hospitalisée, etc. Mais c'était pas des petites hospitalisations. Elle faisait des allers-retours avec les soins intensifs, etc. Il y a eu plusieurs fois où il a été question d'arrêter les soins. Enfin voilà. Donc, c'était une période qui était très, très lourde psychologiquement en plus. Donc, le côté recherche qui était difficile à gérer pour moi, plus le côté familial qui était un contexte très très lourd. C'est vrai que voilà, tout ça a fait qu'à un moment donné, je me suis quand même fort essoufflée dans ma thèse et j'ai eu du mal à réussir à trouver de l'énergie à mettre dedans. Et comme je suis quelqu'un qui travaille par passion, quand j'arrive plus à me passionner pour quelque chose, c'est vraiment difficile. Ok. Et ça dure sur combien d'années cette thèse et cet essoufflement, ce côté j'aime pas ce que je fais là, ça me plaît pas? Alors, une thèse de doctorat, quand on est assistant, normalement, c'est 6 ans. Donc, j'avais fait, moi, une première année où là, j'étais juste en contrat d'un an. Donc là, ça n'avait rien à voir. Et puis après ça, j'ai commencé à travailler donc en tant qu'assistante avec ma thèse de doctorat. Et j'ai fait au total 4 ans. Mais c'est au bout de 2 ans, je pense que ça a commencé à devenir difficile. Et en fait, tout s'est enchaîné parce que c'était aussi période Covid. Donc, on s'est retrouvés tous isolés à la maison. On a dû refaire tous
les cours TP, etc., tout enregistrer pour tout mettre en ligne. Enfin, on a eu pareil une perte de contact aussi avec nos étudiants. Enfin, donc il y avait vraiment beaucoup de choses, mais je pense que c'est à cette période-là, j'ai envie de dire, oui, 2020, que ça a commencé à me peser un peu plus. Et puis alors 2021 où là c'est devenu vraiment difficile pour moi à gérer. Et puis 2022, alors là c'était vraiment dur. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Ben du coup 2022, début d'année, j'ai ma maman, enfin en mars, qui est décédée. Donc déjà là, voilà, ça a été parce qu'il y a rien à faire. Enfin, perdre sa maman, c'est quelque chose quand même de très particulier. Enfin, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour vraiment se rendre compte de ce que c'est le moment où on se rend compte qu'on est orphelin d'un de ses parents et voilà, qu'elle ne sera plus là pour voir grandir les petits enfants, pour nous accompagner. Parce que nos parents ont toujours été là depuis qu'on est petit, et puis en fait, on se rend compte que voilà, elle ne sera plus là. Donc ça a été quand même déjà un passage qui a été vraiment très difficile pour moi. Puis aussi, le fait de voilà de tout l'après le décès, parce que enfin ce sont aussi toutes des choses administratives qui sont assez lourdes. Puis c'est là que j'ai pris la décision quand même de reprendre la maison, mais ça aussi ça a été un énorme stress financier pour moi, quoi, de me dire voilà, je réinvestis à ce niveau-là. Puis j'ai eu, du coup, c'est vrai que voilà, j'étais en perte de vitesse complète au niveau de ma thèse de doctorat, donc j'ai eu parce qu'on a des réunions sur notre thèse où on doit parler de notre avancement, etc. Donc un comité de thèse sur lequel on doit présenter, évidemment qui s'est pas très bien passé puisque du coup j'avais pas avancé suffisamment par rapport à ce que j'aurais dû faire. Donc j'ai eu de nouveau là j'ai eu une session de rattrapage, mais donc voilà avec des choses où il fallait s'investir beaucoup alors que je n'avais peu d'énergie. Et puis au mois d'octobre 2022, c'est là que c'est assez dingue parce qu'en fait j'ai passé mon comité de thèse fin septembre, donc la session de rattrapage, et début octobre, je sentais une boule au niveau de mon sein et puis là c'était parti pour le diagnostic du cancer du sein, et là par contre tout évidemment s'est arrêté au niveau boulot, et puis là j'ai enchaîné sur le côté médical, quoi. C'était autre chose là. Bah ouais, d'un coup, ta vie, elle a basculé, j'imagine. Et dans la même année, tu as perdu ta maman et tu as eu cette boule dans le sein où tu t'es dit, ah, là, il y a un truc. Oui. Si t'es d'accord, est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur comment t'as vécu là, ce moment où tu sens cette boule et puis la suite? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, en réalité, j'avais déjà senti un truc un peu bizarre au niveau de mon sein dans le courant du mois de septembre. Mais je crois qu'on est beaucoup à être comme ça. On est pris dans l'engrenage, on a des échéances au niveau du boulot et tout ça, puis on se dit oh c'est quoi ça? Bon, c'est pas bien. Enfin, c'est sans doute pas bien grave. J'ai d'autres choses plus importantes, plus urgentes. Donc du coup, on passe et puis on n'y fait plus trop attention. Et puis, c'était dans ma douche, le jour où j'ai senti donc la petite boule au niveau de mon sein. Et là, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose. C'était tout petit, elle faisait un petit centimètre, donc c'était vraiment pas énorme. Et donc là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, mais je vais essayer d'appeler ma gynéco pour avoir un rendez-vous. Sauf qu'en fait, c'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous assez rapidement chez la gyné. Donc j'avais un rendez-vous pour la semaine d'après. Et c'est vrai que là, à partir de là, évidemment, on fait plus que penser à ça, de sentir sa boule, se dire tiens, c'est bizarre quand même qu'elle est là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis c'était un jeudi soir, je vais pour me coucher, et puis c'est en me changeant, et puis en fait là, je sens sous mon aisselle une autre petite boule. Et là, par contre, je me suis effondrée parce que je me suis dit, OK, boule dans le sein, boule sous l'aisselle, ça pue. Il y a quelque chose vraiment d'important puisque les ganglions réagissent aussi. Et donc là, en fait, le lendemain matin, le vendredi matin, j'ai directement appelé là, par contre, chez mon médecin traitant, qui m'a reçue sur le temps de midi, je pense, pour regarder. Il a été dans un premier temps relativement rassurant parce que voilà, il me disait il y a quand même de l'inflammation tout autour. En général, un cancer, il n'y a pas d'inflammation, c'est peut-être juste un abcès ou ce genre de choses, mais on va quand même vérifier directement. Donc, il a pris contact avec un hôpital pour qu'on m'intercale
alors là, je suis partie donc directement à l'hôpital où là, on a fait, j'ai eu une mammo directement et puis dans la foulée une échographie. Où là, j'avoue que là, ça a été quand même. En fait, donc j'étais allongée dans la salle de l'échographie. Le radiologue fait son écho. Et en fait, ça a été très vite entre guillemets parce qu'il a posé son écho sur la zone de mon sein et il m'a regardé, il m'a dit c'est ça. Et là, enfin, c'est un train qui vous que vous prenez en pleine tronche, c'est vraiment violent en fait parce que la vie d'un coup s'arrête. Il y a une espèce d'avant-après. Il y a un moment où le temps s'arrête en fait. Tout s'arrête et on se dit waouh. Là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Comme ça, la première chose à laquelle on pense, c'est j'ai mon petit garçon. Qu'est-ce qui va se passer si je suis plus là? Enfin voilà, c'est toutes des. Puis le médecin était vraiment très très gentil, très doux, etc. Mais il m'a quand même directement dit c'est très agressif et ça va vite parce qu'on a beaucoup de ganglions qui sont déjà pris. Donc voilà, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit parce qu'il va falloir faire, on le sait bien, c'est pareil chez nous, il va falloir faire une anapathe, faire des biopsies. Donc on a fait les biopsies dans la foulée. Mais en tout cas, en ressortant de là, tout se met directement en place parce que c'est vrai que c'est ça à ce niveau-là, c'est assez magique. En tout cas en Belgique, on a des infirmières coordinatrices qui en fait elles prennent directement en charge de prendre tous nos rendez-vous, etc. Donc tous mes rendez-vous. Enfin, je crois que le lundi, je pense, j'ai eu l'infirmière coordinatrice qui m'a déjà rappelé pour me donner toute ma liste de rendez-vous, parce on enchaîne les spécialistes, etc. Okay. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, ce jour-là, c'était le jour où je signais chez le notaire pour la maison. Et donc, j'ai dû sortir à un moment donné, justement, parce que j'avais mon infirmière coordinatrice qui m'appelait pour me donner les rendez-vous, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été aussi, ce jour-là, a été très particulier parce que en même temps, je signais pour une maison, donc ça devait être une espèce de fête, mais c'était déjà pas trop une fête parce que je reprenais la maison de ma maman qui était décédée, donc c'était déjà quelque chose d'un peu particulier. Et puis là, il fallait gérer en plus les appels. Donc j'avoue que là, ça a été leur petite cerise sur le gâteau, mais ils ne le savaient pas, ils ne pouvaient pas savoir le pauvre notaire. Mais en fait, j'avais un système de paiement étalé pour racheter à ma sœur, et du coup, il a dit en rigolant, il dit il va falloir en tout cas que vous teniez tout ce temps-là. Et du coup, je l'ai regardé. Oui, ça c'est pas sûr. Et en fait, il pouvait. Voilà, c'était assez dingue. J'étais en train de gérer des choses matérielles et en même temps, je savais pas si j'allais. Enfin voilà, si dans 6 mois je serais toujours là. Donc c'est vrai que c'était très particulier. Oui, c'est la petite blague qui tombe vraiment pas au bon moment. Oui, mais il ne pouvait pas savoir. Hein, voilà, surtout une personne de mon âge. Enfin, je veux dire, j'avais 40 ans. Enfin, c'est pas, on n'imagine pas ce genre de choses Okay. à cet âge-là, même si ça peut arriver sur des personnes beaucoup plus jeunes. Oui. Et du coup, juste pour être sûr que j'ai bien compris, tu sens la boule en septembre, tu te dis bon, il y a un truc. Non, tu sens un truc, tu te dis bon, la vie étant ce qu'elle est, t'avais la thèse, il se passait plein de trucs, tu as racheté une maison, voilà. Et puis tu ressens sous la douche une boule. Là, tu prends rendez-vous avec ta gynéco, t'as une semaine de délai, et plus tard, quelques jours plus tard, le jeudi ou quelque chose comme ça, tu sens qu'il y a aussi une boule sous l'aisselle. Là, t'appelles le médecin. Oui. T'as un rendez-vous dans la journée. Oui. Et dans la même journée, t'as été à l'hôpital et t'as eu l'écho, la mammo, l'anapathe, tout dans la même journée. Ah ouais. Ouais, tout s'est vraiment enchaîné très très vite, ouais. Alors moi, j'avoue que je suis épatée de la rapidité que t'as eu, des soins, parce que je sais pas en fait comment c'est en France, avec le recul et avec ce que ton rôle de soignante aussi, même si c'est au niveau du monde animal. Qu'est-ce que ça te fait de voir que dans une seule journée, tu as pu avoir tout ce système qui a été mis en place et 3 jours après, un rendez-vous avec l'infirmière coordinatrice et du coup une prise en charge que je vais me permettre de nommer de rapide. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette prise en charge-là, toi, en tant que soignante? Oui. En même temps, enfin, je veux dire, je remercierai jamais assez mon médecin traitant, voilà, de m'avoir prise. Déjà, ne fût-ce que psychologiquement, parce que, enfin, le fait de savoir que je devais attendre une semaine pour avoir mon rendez-vous chez ma gyné, quand on a senti quelque chose comme ça au niveau de son sein, c'est vraiment terrible, parce que, on s'imagine tout. Bon, chez moi, c'était en effet quelque chose de grave, mais je veux dire, je connais d'autres personnes qui avaient senti quelque chose au niveau de leur sein, qui finalement, c'était un kyste, c'était vraiment pas bien grave, mais c'est vrai que on a ce stress psychologique là qui est là non-stop, et
le fait d'avoir pu être prise en charge, déjà écoutée, déjà rien que ça, le fait d'être entendue dans ma demande, et puis qu'en effet, je puisse avoir assez rapidement des examens, c'est quelque chose d'hyper appréciable. En même temps, tout s'est passé très vite aussi parce que voilà, justement, il y avait des signes de choses agressives, quoi. Donc, je sais que en tout cas, en Belgique, quand on est comme ça face à des cancers aussi agressifs, la prise en charge est vraiment très rapide, puisqu'on sait, j'ai presque envie de dire que chaque jour compte. Alors j'exagère peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que la prise en charge doit être vraiment très très rapide. Et je pense que c'était une semaine, même pas 10 jours après, je commençais déjà mes chimios, quoi. Donc c'est vrai que dès qu'on a eu la napate qui est arrivée, tout de suite j'ai eu les rendez-vous qui se sont fixés pour commencer les chimiothérapies. Directement, quoi, oui. Ouais. Donc à la fois tu te prends un train et en même temps l'équipe de secours elle est là tout de suite, quoi. Donc je vois qu'il y a cet effet t'as pas le temps de dire ouf parce que tu sens un truc, la panique monte, t'es prise en charge et ça confirme malheureusement c'est grave et il va falloir agir vite. Et en même temps, on agit vite. Tu vois, t'as pas des mois d'attente, de rendez-vous, de biopsies qui sont perdues qu'il faut refaire. Enfin, c'est ok. Oui, si. Et en fait, c'est assez dingue parce que c'est un moment où, bon, en effet, enfin, tu te retrouves explosé. J'ai envie de dire, pouf, tu te retrouves limite par terre à pas comprendre ce qui t'arrive. Et en même temps, en tout cas en Belgique, on a vraiment cet accompagnement. Enfin, tu te sens comme porté, en fait. Et puis de toute façon, tu rentres. Moi, j'ai eu cette sensation de rentrer dans un tunnel. C'est-à-dire que tu vois. Enfin, tu vois juste que tu dois avancer tout droit, t'as pas le choix et t'enchaînes tes rendez-vous parce qu'au début, c'est rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous parce qu'on n'imagine pas le nombre de spécialistes, d'examens, etc., qu'on doit passer dans tous les sens, notamment même avant les chimiothérapies, parce que j'avais des chimiothérapies qui étaient particulièrement toxiques et notamment au niveau cardio, etc. Donc, il faut refaire plein d'examens avant de démarrer les chimios et tout va vraiment très vite, quoi. Au début, on est tous les jours à l'hôpital, tous les jours, on a des examens. Donc, la vie ne tourne plus que autour de ça. Et donc, c'est vrai que c'est très étrange comme sensation. Ouais. Et comme t'étais à l'hôpital tous les jours et que le jour où t'es allé chez ton médecin traitant, ça s'est enchaîné très vite, t'as vécu ça avec qui? Tu vois, parce que là, j'entends que t'y vas, que t'es toute seule, que tu sens des choses, mais en fait, à quel moment t'as un soutien social en fait autour de toi? Alors, j'avais du soutien, on va dire peut-être un peu plus éloigné. C'est-à-dire que j'ai ma sœur avec qui je communique beaucoup, mais qui habite en Tunisie, donc elle est pas tout près, mais elle était très présente en tout cas, voilà, au niveau. Puis après elle est revenue justement pour mes premières chimios, donc elle s'est tout de suite arrangée pour trouver un billet pour pouvoir revenir, etc. Donc elle était présente à mes premières chimios, elle était présente aussi à ma première. C'est une première intervention, mais qui n'est pas une intervention en soi. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous pose un porte-à-4, donc c'est un boîtier qu'on nous met sous la peau au niveau du thorax pour avoir en fait un accès directement au niveau des grosses voies centrales et on peut ainsi injecter les produits par là. Donc elle était revenue pour cette période-là, donc elle est venue, je pense, une quinzaine de jours pour être avec moi. Donc ça serait que ça a été vraiment aussi appréciable. Et en fait, par la suite, c'est assez dingue. Mais justement, le jour où on m'a posé mon porte-à-4, quand je suis remontée en chambre, parce que donc tôt le matin, j'ai été opérée pour me mettre le porte-à-4, puis je suis remontée au service d'oncologie où là, j'ai enchaîné c'était ma deuxième, je crois, chimiothérapie. Et à ce moment-là, je suis tombée sur une petite dame là qui était à côté de moi, une jeune dame, trentaine d'années, qui était là aussi pour un cancer du sein, le même que moi, sauf qu'il est d'origine génétique chez elle. Et on a fait connaissance. Et en fait, de là, c'est devenu une amie. Je pense qu'on peut dire une amie. Et du coup, on a chaque fois demandé pour être ensemble pour nos chimiothérapies, parce que une chimio, c'est pas juste je vais à l'hôpital et je repars. Nos chimios, elles duraient entre une demi-journée ou une journée entière suivant le nombre de molécules qu'on recevait. Et donc passer une journée à l'hôpital, c'est pas gai, mais c'est vrai que passer une journée à l'hôpital avec sa copine, ça faisait du bien, ça nous motivait. Il y avait une fois, c'était elle qui était en pleurs le matin, qui disait je veux pas y aller, j'en peux plus, etc. Du coup, c'est moi qui la remontais, il fallait remonter le moral. Puis une fois, c'était moi qui n'était pas en forme et elle me remontait le moral aussi. Et donc ça, j'avoue que ça a été un soutien énorme, et le fait de traverser ensemble ces choses-là, c'est quelque chose de très fort et qui nous a porté, je crois, l'une comme l'autre, quoi. Tu es encore en contact avec elle aujourd'hui?
Oui, 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 je suis encore en contact avec elle aujourd'hui. Je crois qu'on s'envoie des messages. Alors, on s'envoie des vocaux, mais alors c'est des vocaux à rallonge. Je crois qu'on s'envoie des messages de toute façon tous les jours d'office, et on se voit régulièrement. Certainement. Alors, au début, on se voyait toutes les semaines, parce qu'en fait, on a rencontré une deuxième petite copine de chimio qui elle est toute jeune. Elle a 25 ans, donc c'est assez dingue de se dire qu'elle est là déjà pour un cancer du sein, lui Mmh. aussi un triple négatif, donc lui aussi un cancer du sein agressif, et elle était en plus en récidive, avec une atteinte osseuse, parce qu'elle avait eu son premier cancer à 23 ans. Et donc, on se retrouvait toutes les semaines, toutes les trois, pour nos petites chimios. Et puis, Mmh. quand on a eu fini les chimios, on continuait avec les immunothérapies. Donc là, c'était toutes les 3 semaines. Et donc, on avait pris le rythme de se voir régulièrement. Et donc, en fait, on a gardé au début ce rythme, d'essayer de se voir toutes les semaines. Puis voilà, la vie reprend quand même son cours, par la Oui. suite. Et puis, on a recommencé tout à travailler. On est tout à mi-temps là ici pour le moment. Mais donc, on essaye de se voir quand même régulièrement. Et donc, j'aurais envie de dire 1 à 2 fois par mois. Allez, maintenant, ça devient plutôt 1 fois par mois, mais on continue à se voir, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de se voir. Et c'est une relation un peu particulière, hein. Enfin, Ah oui. puis on peut se parler de certaines choses dont c'est difficile de parler avec d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement vécu, parce que moi-même, j'ai des amis qui avaient eu un cancer du sein avant moi ou qui ont eu d'autres pathologies lourdes, et on peut essayer de se mettre à la place, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas ou qu'on ne comprend pas, en tout cas Ouais, de la bien même sûr. façon que quelqu'un qui l'a vécu. Et donc là, de pouvoir en discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose, qui vit toujours la même chose, hein, parce que par exemple, bêtement, il y a 2 mois maintenant, j'avais à un moment donné, en fait, c'était bêtement de l'œdème, mais j'avais de nouveau une induration au niveau du sein. Enfin, on panique en fait, hein, Mmh. et on vit un peu comme avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont difficilement compréhensibles pour quelqu'un qui n'a pas traversé le même parcours, quoi. Et donc, d'avoir ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, je Ouais, pense. c'est hyper précieux. Oui. Donc là, tu parles de ces femmes, hein, que tu as rencontrées, avec lesquelles il y a, voilà, une relation qui se tisse qui ne n'est, bah, égale à aucune autre. Vous vivez, la même chose, vous vivez la même épreuve, le même cancer. Et toi, tu te dis: «Ben, j'en ai connu avant moi-même d'avoir un cancer, des personnes qui avaient été malades, de cancer ou d'autres graves pathologies, et je pouvais pas me rendre Oui. compte». Aujourd'hui, en tant que personne qui a traversé ça et qui est en rémission, et je te souhaite d'arriver à la guérison, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Qu'est-ce que du coup tu pourrais dire aux personnes qui peuvent avoir dans leur entourage des personnes malades et qui elles-mêmes ne savent pas ce que c'est? Tu vois, qu'est-ce qui pourrait être bon de savoir, de quoi dire, quoi faire, comment se comporter quand on n'a soi-même pas vécu l'épreuve, mais du coup pour avoir peut-être une présence, un soutien, des mots qui peuvent être plus utiles ou plus aidants peut-être, que utiles que d'autres? Oui, je pense que le point principal, c'est l'écoute, en fait. Mmh. L'écoute, et les comprendre que ce que l'autre vit, on n'est peut-être pas outillé que pour le comprendre vraiment, mais en tout cas accepter ce que l'autre vit et la façon dont il le vit. Quand je parlais d'autres pathologies, je prends bêtement par exemple une fibromyalgie ou un SED. Un SED, c'est quoi? C'est le syndrome Ehlers-Danlos, hein. Donc ce sont aussi des pathologies qui peuvent être très douloureuses, notamment au niveau des articulations, et OK, cetera. OK. Et c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, qui n'est pas visible en Ouais. réalité. Et donc du coup, toutes ces personnes, elles ont des souffrances qui sont là non-stop. Et nous, évidemment, dans notre corps, on va bien. On comprend pas nécessairement que la personne en face, elle soit fatiguée. Mais t'es fatiguée de quoi? T'as rien fait aujourd'hui. Et donc du Mmh. coup, c'est vrai que ça peut être extrêmement blessant pour la personne en face. Ou si on prend par exemple, enfin, moi, à l'époque où j'ai eu mon burn-out, voilà, c'est vrai que j'étais fatiguée de ne rien faire, et c'est impossible à comprendre quand on ne l'a pas, Ouais. on ne l'a pas vécu. Et donc ce côté-là peut-être être simplement dans l'accueil de l'autre, hein, comme il Mmh. est. Et en effet, voilà, aujourd'hui, il est pas en forme, il est fatigué, il n'est pas bien, il a peut-être mal, il a peut-être du coup très mal dormi, parce que si on a des douleurs tout le Ouais. temps, on dort très très mal. Mmh. Ça, par exemple, avec les immunothérapies, personnellement, j'avais des très fortes douleurs articulaires et musculaires. Donc, c'était Mmh. un peu comme si je me réveillais d'une grippe le matin. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de difficultés à me déplacer, à me lever. Et donc, souvent, avant 10 heures du matin, je ne savais rien faire. Et donc, si on arrivait chez moi à 10h30, bah, du coup, j'étais crevée, j'étais pas bien. Et alors,
j'avais rien fait du matin, donc c'est assez terrible psychologiquement aussi de se rendre compte qu'on n'arrive pas à faire les choses. Et donc je pense que si un accompagnant, si quelqu'un autour vient en plus dire t'as rien fait, pourquoi, enfin qu'est-ce que c'est très dur en fait, je crois, psychologiquement d'encaisser ça, alors que soi-même on sait qu'on aurait bien voulu faire plus, on sait que oui, on voudrait pouvoir continuer sa vie, on voudrait, oui, pouvoir courir partout, faire 15 000 choses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile aussi au moment des traitements. C'est qu'en fait, la vie s'arrête. Enfin, moi, j'ai eu cette impression que la vie s'arrête. Alors, la vie ne s'arrête pas. Hein. Je me suis vite rendu compte que je pouvais encore faire d'autres choses. Mais la vie, comme je la connaissais avant, elle s'est arrêtée, en fait. Et je ne pouvais plus continuer à faire tout ce que je faisais. Et donc, c'est vrai que là, à ce niveau-là, c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure. J'ai eu de l'aide, heureusement, de mon papa qui m'a aidé pour mon petit garçon, notamment pour le conduire aux activités. Et mon petit garçon, en fait, a été aussi absolument phénoménal parce j'ai l'impression qu'il a grandi d'un coup. Il est devenu très autonome pour beaucoup de choses parce que, comme je disais, le matin, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à me lever. J'étais terriblement fatiguée, des grosses douleurs. En période de chimio, il y avait même des fois où je savais à peine me lever le matin. Et donc, c'est vrai que lui a dû vraiment se prendre en charge tout seul, en fait. Et c'est vrai que ça a été aussi un soutien. Mais du coup, on s'éloigne parce que tu me demandais les choses à dire et comprendre. Je sais qu'une amie qui avait eu un cancer du sein, moi, à l'époque, je m'étais dit, bon, oui, c'est un cancer, maintenant qu'on soigne bien, un peu de chimio, et puis c'est fini, quoi, et on est tranquille. Hop. Et là, bêtement, quand mon oncologue m'a annoncé, voilà, c'est ça, allez hop, c'est bon, demain, on est reparti, quoi. Et non, mais je me souviens quand mon oncologue m'a annoncé mes chimios, parce qu'il m'a présenté tout le protocole. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, OK, 2 semaines de chimio, et puis après, on continue et tout. Puis en fait, non, j'étais partie pour 6 mois de chimio, 1 an d'immunothérapie. Et en fait, on se dit, comment? Et pareil, une chimio, comme je disais tout à l'heure, on s'imagine qu'on va arriver à l'hôpital, on a 2 piqûres, et puis on repart. Non, tu passes ta journée, quand tu rentres, t'es explosé, le lendemain et le surlendemain, n'en parlons pas. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on n'appréhende pas et on ne se rend pas compte de ce qu'une personne malade traverse, en fait. Ouais. Et tout à l'heure, on a parlé de la rapidité avec laquelle tu as eu tous les examens complémentaires et ensuite la mise en place du plan de traitement. Comment tu as fait à ce moment-là, dans cette rapidité-là, pour annoncer aux personnes à qui tu souhaitais l'annoncer ce que tu étais en train de vivre? En fait, le jour où j'étais donc à l'hôpital en train de passer les examens, j'ai dû envoyer un message à mon papa pour qu'il aille rechercher mon petit garçon à l'école, puisque du coup j'étais bloquée à l'hôpital pour les examens. Et donc quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dû l'appeler et je suis allée le rejoindre, mais j'ai dû lui annoncer directement, en fait, lui dire ce qui se passait. Pour mon petit garçon, je n'ai pas utilisé tout de suite le mot cancer parce que tant que j'avais pas le diagnostic anapath, etc. Et puis j'ai préféré lui expliquer que j'avais des soucis de santé, qu'on savait pas encore trop bien quoi, et puis vraiment d'amener les choses progressivement. Par contre, quand le diagnostic a été là, je lui en ai parlé en utilisant le mot de cancer et en lui expliquant beaucoup de choses. Mais là, à nouveau, l'infirmière coordinatrice m'avait procuré c'est un petit livre pour les enfants, Un grand arbre est malade, et donc du coup qui explique le grand arbre qui est malade, qui ne va pas bien, qui perd ses feuilles. Donc c'est toutes des petites métaphores, mais c'est toutes des choses qui sont du coup intéressantes pour les enfants. Et à la fin du livre, il proposait un petit bricolage avec simplement des petits Legos. Et donc, on avait construit un monstre du cancer. Et à chaque fois que j'allais en chimiothérapie, il pouvait retirer des petits morceaux du monstre du cancer. Et donc ça, il aimait bien pouvoir détruire. Donc voilà, ça pour lui, c'est vrai qu'il a fallu. J'en ai quand même beaucoup discuté. Après, les autres personnes, ça a été ma sœur, évidemment, je l'ai appelée aussi pour lui dire. Et puis alors, j'ai appelé. Donc ça, c'était le vendredi et le dimanche matin quand je me suis réveillée. Là, en fait, je me suis effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes parce qu'avant ça, je crois que j'avais un peu le choc, etc. Donc j'avais pas vraiment pleuré. Je m'étais pas. Mais ce matin-là, je me suis réveillée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai appelé celles que je considère comme étant mes 2 meilleures amies pour leur annoncer, pour en parler. Et puis voilà. Puis après, il a fallu annoncer progressivement aux proches
le diagnostic. Et puis il y a aussi des personnes, notamment mes voisins, etc. C'est des gens que je connais depuis que je suis petite, puisque j'ai grandi ici, mais que j'ai aussi prévenu, dans le sens de les prévenir, mais aussi pour leur dire, voilà, je risque d'avoir besoin de vous, parce que mon papa, il sait être présent, mais pas tout le temps. Ma sœur, elle est loin, donc je vais avoir besoin de personnes sur qui compter dans les prochains temps. Et donc mais c'est vrai que et tout le monde a répondu présent, et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir qu'on est entouré, même si on se rend compte. Et du coup, ça, c'est intéressant aussi de voir comment les personnes réagissent. Il y a des personnes qui sont très positives, d'autres qui sont presque limite dans le déni, d'autres qui s'effondrent plus que vous, puis où tu dis, ben non, attends, c'est pas moi qui dois te remonter le moral là maintenant, c'est plutôt le contraire, quoi. Mais c'est vrai que on se rend compte que les gens réagissent très très différemment à une même annonce, quoi. C'est étonnant. Oui, j'imagine la personne qui te fond en larmes dans les bras et que tu te retrouves, toi, à la rassurer, à lui dire que ça va aller, alors que c'est toi qui as besoin d'entendre ça. Oui, c'est ça. Ouais, il y a presque un effet comique. En tout cas, ça te fait rire maintenant. Peut-être que sur le moment, tu n'as pas ri, mais aujourd'hui, il y a un effet peut-être qu'absurde. Et par rapport à ton travail, alors, comment tu t'y es prise pour aller en parler, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? En réalité, le vendredi, quand j'ai été chez le médecin, et puis après pour mes examens, j'ai de toute façon appelé ma chef de service, pour lui dire, voilà, écoute, je dois passer des examens en urgence, voilà ce qui se passe, donc je vais de toute façon avoir un certificat déjà pour aujourd'hui. Et puis quand lundi on m'a annoncé tout l'enchaînement des rendez-vous, etc., et on m'a dit, ah ben non, de toute façon, travailler, ce sera pas. Donc c'est plus une option, quoi. J'ai dû la recontacter. Ah non, c'est plus une option. Et quand j'ai vu mon oncologue, il m'a tout de suite dit, voilà, que là, avec les traitements que j'allais avoir, j'allais plus savoir travailler, parce qu'il y a évidemment différents cancers. Je sais plus combien de cancers. J'aurais envie de dire une 50aine de cancers du sein différents. Je ne connais pas le chiffre, mais je sais qu'il y en a énormément, des traitements qui sont tous très très différents, etc. Mais il m'a dit, voilà, certains traitements sont plus légers, mais celui que vous allez avoir, il dit, vous ne pourrez pas travailler, c'est pas possible. Donc de toute façon, ils m'ont directement mis des certificats d'arrêt, et donc j'avais recontacté ma chef de service pour la prévenir que voilà, que là j'étais de toute façon out pour il m'avait dit au moins 6 mois le temps des chimios, puis derrière ça il y avait la chirurgie, puis derrière ça la radiothérapie, puis donc il m'avait dit, voilà, de toute façon comptez pas que vous retournerez au travail avant 1 an, c'est pas possible. Ok. Et donc tu as, avec le cancer, un arrêt de travail longue durée, et donc ça veut dire que tu vas plus pouvoir poursuivre cette thèse. Alors que ça faisait 2 ans que ça te pesait. À ce moment-là, et peut-être que ça se fait en plusieurs étapes. En tout cas, je me demande comment tu vis le fait que oui, t'es malade, et oui, ça va être dur, et en même temps, tu mets de côté quelque chose dont t'avais plus envie. En fait, ça a été assez flagrant, parce qu'assez vite, j'avais pas encore le diagnostic anapath, mais voilà, on m'avait déjà dit que c'était un cancer, et je me suis dit, si c'est un cancer grave, alors je sais qu'il n'y a pas de cancer pas grave, mais je me suis dit, si c'est quelque chose d'important, je ne retourne plus à Liège faire cette thèse, quoi. Et ça a été une espèce de flash qui m'est venu en tête. Et là, je me suis regardée de loin en me disant, waouh, alors attends, là, on est en train de t'annoncer que voilà, c'est quelque chose, sans doute en effet de grave. Et tu te dis, si c'est réellement grave, une des premières choses à laquelle tu penses, c'est je ne continue. Je me suis dit, bon, là, c'est quand même qu'il y a un gros warning là qui s'allume, un gros feu rouge qui dit, ok, ça va pas, ça va être compliqué de continuer ce boulot-là, en tout cas cette thèse. Et vu que mon poste d'assistant était dépendant de la thèse, je me suis dit, bon, il va certainement falloir faire une croix dessus. Alors, j'ai pas pris la décision tout de suite, parce qu'évidemment, c'est pas une décision. De toute façon, à ce moment-là, tu ne penses pas à tout ça. Mais clairement, en réalité, je me posais déjà beaucoup de questions, donc sur mon boulot, en tout cas sur la partie recherche, etc. Et comme elle conditionnait le reste sur le boulot de manière générale. Et c'est vrai que je me suis un peu sentie comme soulagée de ne plus devoir en fait réfléchir à tout ça pendant que j'avais une espèce de joker pour un moment, en fait. Et donc du coup là, je me suis dit, mais en fait, je me sens vraiment soulagée de ne plus justement devoir me poser cette question d'est-ce que je continue ou pas cette thèse, qu'est-ce que je fais, je me suis dit, waouh,
il y avait vraiment là un poids qui était énorme, et ça fait du bien de déposer ce poids et de pouvoir avancer sans ça. Alors, je dis ça fait du bien, c'est bizarre parce qu'en fait j'avance dans autre chose, mais en Oui. tout cas là, le fait de ne plus devoir y penser et de me dire voilà, ça c'est plus pour maintenant. Et c'est là que quand ma chef a repris contact avec moi, parce que c'était le moment de re-signer mon contrat suivant, ce sont des contrats de 2 ans. Je dis, en fait, non, je ne recontinuerai pas. Je me sens beaucoup, enfin, je me sentais beaucoup mieux sans, et revenir à la recherche. Je n'aurais plus su, en fait. Oui, je me sentais beaucoup mieux sans, alors que tu étais en chimio. Oui. Oui, oui, mais en réalité, c'est assez dingue parce que, enfin, je me rends compte que voilà, ça m'a permis de faire ce choix justement, et de me dire, waouh, là, ça, je ne Oui. continue pas, et ça apaise énormément. Donc, oui, là, on se dit, ok, c'est que vraiment, puis en fait, il y a un moment où quand justement on arrive à se retirer un poids des épaules, au moment où on se dit bon, est-ce que je vais recommencer ou quoi, et qu'on sent pouf ce poids qui revient là sur la poitrine, sur les épaules, etc. On se dit bon non, ok, Mmh. là la réponse elle est là, c'est pas la Oui. peine quoi. Oui. C'est pas la peine enfin, je vais pas dire que c'est pas ça qui m'a foutu en l'air, hein, pas du tout, mais je veux dire ça sert à rien de foutre en l'air sa santé pour un travail, et je pense que oui, c'était important pour moi de faire ce choix. Il était temps que je le fasse en fait, je crois. Oui. C'est pour ça, j'imagine que tu dis, le cancer, c'est le seul moyen qu'a trouvé mon corps et mon cœur pour que enfin ils se fassent entendre. C'est que là, la façon dont tu parles de sensations physiques. Quand j'imagine arrêter la thèse, il y a Oui. plus de poids, c'est léger, ça va. Et quand j'imagine y retourner, boum, il y a le poids. C'est comme si d'un coup t'étais au contact de tes sensations, qui sont un baromètre extrêmement précieux pour prendre des décisions dans la vie. Oui, tout à fait, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi où j'ai vraiment appris à écouter mon corps. C'est-à-dire que, enfin, parce que il y a évidemment pas, enfin, quand je parle de mon cœur et de mon corps, il y a pas que enfin, d'écouter mon corps et mon cœur. Il y a pas que la thèse, hein, évidemment. C'est parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai toujours eu une vie où j'ai toujours voulu voilà, voulu suivre, mais aussi surtout voulu correspondre aux attentes des autres, toujours voulu amener, enfin, m'occuper des autres, mais toujours vraiment sans m'occuper de moi, sans écouter ma fatigue. Jusqu'à il y a pas très longtemps, j'étais pas capable de ressentir la fatigue, c'est-à-dire que je l'occultais tellement, je ne la ressentais plus. Pareil, le stress, je ne le ressentais plus parce que voilà, je vivais avec en fait non-stop. Qu'aujourd'hui, voilà, j'ai appris justement à revenir à un seuil de base beaucoup plus normal, je pense, ou en tout cas un vrai seuil de base. Et donc je ressens quand justement il y a de la tension, que j'ai du stress pour quelque chose, je ressens quand je suis fatiguée, que je ne le sentais plus. Je ne le sentais plus que quand j'étais totalement épuisée. Et d'ailleurs, je pense que c'est justement ce mode de fonctionnement-là qui m'a amenée il y a quelques années à faire un burn-out, parce que je n'écoutais pas en réalité tous les signaux qui étaient déjà là depuis longtemps. Oui. Et c'est sans doute parce que je n'ai pas écouté aussi longtemps aussi que j'ai réussi à épuiser tellement mon corps que je me suis retrouvée dans une situation médicale aussi catastrophique. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment retenir de la maladie, c'est d'avoir appris, et surtout de continuer. Et ça, je me l'impose pour l'instant, de vraiment, je me l'impose parce que j'espère que ça devienne vraiment une habitude et que ça soit vraiment ancré en moi. Mais en tout cas, de m'écouter, d'écouter ce corps qui a des besoins, et qui par moment, il a le droit d'être fatigué, il a le droit de pas apprécier de ressentir tout ce stress, etc. Et d'en effet, d'en tenir compte, et d'adapter et d'ajuster en fonction de mes ressentis, quoi. Ouais, c'est un bel apprentissage qui se fait avec beaucoup de douleur, hein, mais c'est impressionnant Oui. que tu arrives à en retenir aujourd'hui, tu vois. Et puisqu'on parle de rapport au corps, moi je suis curieuse d'entendre comment tu en viens au yoga et au pilates en fait. Parce que moi je vois un lien très fort, mais je sais pas à quel moment il se fait. Oui, oui, oui. En fait, le yoga, j'en avais déjà fait en prénatal et en postnatal, donc il y a maintenant 12 ans, quoi. Donc ça, j'avais déjà commencé ça. Et puis il y a une petite dizaine d'années, j'ai commencé le Pilates. Alors le Pilates, j'y suis venue parce que j'avais une protrusion discale, et donc j'étais tout le temps chez le kiné, chez l'ostéo, etc. Parce que j'étais tout le temps bloquée du dos. Et c'est un jour l'ostéo qui m'a dit, écoutez, il faut que vous fassiez quelque chose. Vous pouvez pas être tout le temps comme ça à revenir vous faire débloquer. Et donc il m'avait parlé de faire du Pilates, que j'ai commencé
commencé donc à l'époque. Et j'ai vraiment accroché, j'ai adoré. Ça m'a sauvé le dos, j'ai envie de dire. Ça m'a permis du coup d'espacer et puis carrément d'arrêter le kiné et l'ostéo. Et donc j'ai continué toujours à en faire. Puis quand évidemment le Covid est arrivé, on n'a plus su faire les cours, etc. Donc ça s'est arrêté. Là, j'ai essayé de continuer un peu toute seule, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins motivant. Et en fait, l'été avant mon cancer, donc le moment où il y avait tout qui était en train de partir un peu en vrille, j'ai commencé une formation pour être coach de Pilates et j'ai vraiment accroché. Donc j'ai continué, j'ai terminé ma formation. Et puis, quand j'aurais voulu commencer à donner des cours, c'est là qu'il y a eu justement le cancer. Donc ça, je n'ai pas mis en place. Mais quand j'ai eu terminé tous mes traitements, en fait, ça aussi c'est une partie qu'on ne connaît pas, mais en tout cas avec les traitements que moi j'ai eu, j'ai dû avoir de la revalidation. Et donc du coup j'avais beaucoup de kiné parce que j'avais différents problèmes et notamment des restrictions d'amplitude de mouvement, etc. Et alors en plus de ça, je faisais de la revalidation et dans un des cours de revalidation, enfin dans un des groupes de revalidation, c'est assez sympa parce qu'ils donnaient des noms. Et donc là il y avait un des séances de reva, c'était du yoga. Et donc en fait on faisait de la revalidation mais sous forme de yoga. Il y en avait une, c'était comme de l'aquagym, enfin voilà, des choses ainsi. Donc c'est vrai que c'est sympa parce qu'on se dit pas je vais à ma reva, on se dit je vais à l'aquagym, quoi. Donc c'est quand même psychologiquement c'est plus sympa. Enfin bref, donc j'ai recommencé à faire du yoga à ce moment-là. Et au tout début, j'avais du mal à suivre le truc parce que j'étais vraiment pas bien et j'avais vraiment plus aucun muscle parce que les muscles fondent complètement dans les traitements aussi. Et puis à un moment donné, par contre, j'ai commencé à vraiment pouvoir suivre et puis je me suis même dit je voudrais bien aller plus loin que ce qu'on fait dans la reva. Et donc j'ai recommencé à faire du yoga et du pilates de mon côté. Et puis je me suis dit plutôt que de le faire toute seule dans mon salon, pourquoi pas en faire profiter les gens autour de moi et démarrer du coup l'activité que je pensais démarrer 2 ans plus tôt et démarrer une petite activité où je donne des cours de yoga pilates. Et puis ça a pris parce que je savais pas du tout si ça allait prendre ou pas parce que j'habite un petit village. Ça a pris et ça a démarré. Et puis en fait, c'est vrai que quand on s'est vu la dernière fois, je donnais en effet 3 cours par semaine. Et là, depuis début de cette semaine, on est passé à 5 sur la semaine. Et donc j'ai 5 séances de yoga pilates par semaine et c'est chouette, je m'amuse bien. J'aime beaucoup. Alors ça me demande évidemment de la préparation, mais c'est hyper chouette, ça m'apporte aussi un contact social. Et puis j'aime beaucoup cette idée de faire bouger les gens et de les ramener justement aussi à un ressenti au niveau de leur corps, respect du corps aussi, écoute de son corps qui est vraiment importante aussi dans cette pratique. Et je rencontre du coup aussi pas mal parce que c'est beaucoup des dames, il y a rien à faire, mais des dames qui ont soit traversé aussi un cancer du sein, mais aussi des personnes qui ont une fibromyalgie justement ou des pathologies ainsi et qui ont besoin d'avoir de l'exercice doux et régulier. Quand même malgré tout assez physique, des dames aussi qui veulent justement se remuscler, reprendre se protéger leur dos quand elles ont eu des pathologies au niveau du dos ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment chouette parce que de nouveau, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans ce côté bien-être, soin et voilà, une approche globale qui je trouve moi super chouette en tout cas. Et ce que j'entends qui est assez j'aime bien le regarder comme ça, c'est que c'est comme si tu avais créé les conditions pour pouvoir facilement transmettre cette leçon que tu as appris en ayant ton cancer qui est écoutez-vous, et d'avoir toi-même découvert le yoga, le pilates avant, d'avoir fait cette formation avant ton diagnostic, ça t'a donné, t'as créé les conditions derrière pour pouvoir facilement avoir une posture professionnelle pour transmettre cette leçon. Vous écoutez, c'est un des trucs les plus précieux que vous pouvez faire pour vous. Donc je trouve ça beau en fait, comme il y a quelque chose de cohérent, même si encore une fois il y a une épreuve très douloureuse au milieu, mais tu en fais quelque chose de beau, quoi. Oui, et j'ai eu, si tu veux, l'impression qu'en fait tout le parcours de vie que j'ai eu avant, qu'en fait c'était comme si j'avais rassemblé plein de petites briques avant.
et que je savais pas trop quoi en faire de toutes ces petites briques, et que quand j'ai eu mon cancer, évidemment, ça a été une espèce de tsunami, ça a été une explosion, mais en même temps, derrière, les petites briques se sont toutes mises, tu vois, pouf, 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 l'une après l'autre, et c'était un peu comme si tout était brouillon avant, et que d'un coup, il y avait des choses, enfin, tu vois, comme une espèce de chemin qui commence à se dessiner, quoi, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est assez dingue, et je me dis que j'aurais eu, enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression, si tu veux, que j'étais armée au moment où mon cancer est arrivé, en fait. J'avais déjà tout qui était mis en place, j'étais prête. Alors c'est bizarre, c'est super bizarre à dire, mais c'est vrai que je me sens, oui, comme si tout était un échafaudage, en fait, qui m'avait amené là, et qu'en gros, bon, tu t'y mets pas, bah alors ok, on va te mettre un truc qui va te dire, là maintenant, c'est bon, t'avances dans cette direction, et bah, voilà, c'est peut-être pas très cohérent ce que je dis là, mais en tout cas, enfin, c'est difficile à exprimer, mais Ouais. c'est ce que je ressens. En tout cas, moi, je peux imaginer que le regard que tu portes comme ça sur ta vie, ça a créé une attitude extrêmement positive et dans de l'ouverture, de la tranquillité, de la sérénité. Tu vois, c'est genre tout a été construit pour que j'en arrive là et que je fasse quelque chose de ça. Tu vois, ça permet d'avoir cette lumière dont je parlais en début d'introduction, cette joie, tu vois. Oui. Et donc aujourd'hui, tu as comme activité professionnelle, tu as ces cours que tu donnes de yoga et de pilates, et tu as aussi repris une activité vétérinaire. Comment tu en es venue à faire ce choix après avoir été malade, avoir été en universitaire, avoir eu toute une carrière? Comment t'es venue à faire ce choix de reprendre une activité vétérinaire, j'entends? De nouveau, je pense que c'est ce côté passion et ce côté, enfin voilà, c'est une fibre qui est en moi et qui s'est, je crois, jamais éteinte. Et j'avais vraiment envie de reprendre mon boulot de vétérinaire. Maintenant, j'avais une énorme pile de listes, une énorme liste de choses que je me suis dit, ça, je ne veux plus vivre, je ne veux plus faire, je ne veux plus justement toute la pression, etc. Il y a plein de choses que je ne voulais plus, ou en tout cas que je ne suis plus capable pour le moment d'encaisser, tout simplement. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de tout ça entre ce dont j'ai envie, ce dont j'ai plus envie, et c'est de là en fait qu'est partie l'idée de redémarrer une activité exclusivement. Alors j'aurais envie de dire, oui, c'est en quelque sorte du référé, en tout cas en ne faisant que du comportement et de la nutrition, éventuellement un peu de kiné, mais de là aussi, je ne me sentais pas capable de réinvestir dans du matériel, etc. J'avais pas non plus envie d'aller travailler pour quelqu'un. Alors peut-être qu'un jour j'aurai de nouveau envie de toutes ces choses-là, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Simplement parce que du coup, je sens bien que je n'ai pas encore un niveau d'énergie qui me permet de retravailler une journée entière, d'avoir un planning qui est chargé, full ou quoi que ce soit. Or je sais que si je travaille pour quelqu'un, il y a rien à faire. C'est normal que la personne pour qui je travaille soit en attente dans certains chiffres, un certain résultat, etc. Et donc c'est là que je me suis dit, bon, en fait, voilà, je redémarre moi toute seule, pour moi, avec les conditions qui me conviennent, un rythme qui me convient, donc un rythme qui est pour l'instant relativement lent, avec peu de consultations sur une semaine. Et je me suis dit, je me laisse le temps justement, de laisser les choses se construire, et je vois au fur et à mesure comment les choses se passent. Là aussi, il va y avoir encore du changement, parce que c'est vrai que il y a quelques mois, je ne me serais pas sentie de tout simplement refaire quelques consultes. Maintenant, je recommence, et je voudrais bien maintenant aussi tout doucement recommencer un peu de médecine. Donc, je suis en train de mettre en place ça pour le moment, de comment réorganiser un petit cabinet chez moi, où je fais juste un peu de médecine, mais de nouveau à mon rythme. Donc, sans doute une médecine très familiale, assez loin de ce que j'ai fait à une époque, dans les grosses structures, donc plutôt un peu comme un médecin de famille. C'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller pour le moment. Mais après, je me laisse la possibilité, toutes les portes sont ouvertes, en fait. Et ça, je me rends compte que c'est vrai qu'avec avec notre diplôme, avec aussi nos expériences, etc., toutes les portes sont ouvertes, et à tout moment, on a toujours la possibilité de revivre une autre carrière, parce qu'il n'y a rien à faire. Même le côté communication, le côté contact, etc., c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai aussi une porte qui peut être ouverte vers ce genre de choses. Et
Et donc voilà, je laisse là pour l'instant, je me laisse un peu guider par la vie et par les opportunités qui s'ouvrent et par voilà de faire confiance à mon niveau d'énergie. J'ai envie de dire ça, parce qu'il y a des jours voilà où je suis encore très très fatiguée Ouais. et puis ben voilà les jours où je suis plus en forme, je remets en place des nouvelles petites choses Ouais. et voilà et tout se construit vraiment très progressivement. Oui. Ce qui ressort pour moi là quand je t'écoute, c'est j'écoute mes envies et je me laisse des portes ouvertes, mais je me mets plus d'injonctions à faire. Tu vois, tu te dis ben voilà, peut-être Oui. qu'un jour j'aurai envie de retourner en clinique, travailler avec quelqu'un, grosse structure, Oui. ou pas. Je ne sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que j'ai envie de là où je suis, ce que je suis en train de créer, c'est ça qui me plaît. Et tu vois, tu disais, j'ai appris à m'écouter, j'apprends à faire des choix vraiment comme je sens que j'ai envie et pas juste suivre un peu à l'arrache. Et là, ça se traduit très fort, je trouve, dans la manière dont tu exprimes où tu en es dans ton parcours, en fait. Euh, du coup, globalement, quand tu regardes ta vie actuellement, comment ton rapport au travail, peut-être en particulier aux animaux malades, comment ça a évolué suite à ce que tu as vécu, à ce cancer que tu as traversé? Mon rapport à mon travail, alors avant, j'étais quelqu'un qui, je pense, ne vivait quasiment que par, pour ou à travers mon travail. Je pense que j'avais un énorme besoin aussi de reconnaissance dans mon travail. Donc vraiment ce côté toujours exceller. Alors ça fait partie de mon caractère aussi, hein, toujours avoir ce besoin d'être toujours excellente dans tout et de performer, etc. Que je n'ai plus aujourd'hui. Et en tout cas, dont je ne ressens plus ce besoin de voilà, je sais que je peux apporter d'autres choses et j'ai pas besoin de ça pour me sentir vivre. Donc ça, c'est une première chose. J'ai aussi pris conscience, et ça serait que la maladie, et notamment quand on pense enfin quand on ne sait pas si on va survivre ou pas, parce que ça serait qu'on a plus ce rapport à la mort dans notre société et de se rendre compte qu'en fait la vie elle a un terme et ce terme on ne sait pas quand il vient et ce sera peut-être demain, ce sera peut-être dans 3 semaines, dans 6 mois. C'est vrai qu'on relativise les choses vraiment de façon, enfin en fait toutes les priorités se remettent en place et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de revivre mon travail, mais comme je disais, plus comme avant, plus des journées à rallonge où on finit à 20h, on rentre à l'arrache, on fait vite un souper, on engueule le gamin parce que il va pas assez vite et machin, etc. Alors que le pauvre petit, il a déjà eu sa journée lui aussi. Enfin voilà, c'est le genre de choses que je ne veux plus vivre et je veux pouvoir être disponible un minimum pour mon petit garçon. Alors après, on s'entend bien, il faut pouvoir vivre aussi, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, je veux dire, je pense qu'il y a vraiment une priorité différente qui s'est mise en place à ce niveau-là. Tu parlais justement de la gestion des animaux malades, et ça, c'est aussi ce qui fait, enfin, en réalité, donc, tout ce qui va être nutrition, etc., c'est quelque chose de très chouette, où j'ai un suivi quand même de l'animal, un suivi aussi du propriétaire, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est fort dématérialisé dans le sens qu'il y a une grosse partie qui est une partie calcul et tout ça, où donc du coup, je ne suis pas toujours nécessairement en contact avec la personne et avec l'animal. Donc ça, c'est un peu le côté qui me manque. Quand je fais des consultations de comportement, j'adore aussi, puis c'est quelque chose où justement tu as vraiment le côté communication, le côté, bon, je vais pas dire coaching, mais c'est presque ça, tu vois, avec les propriétaires, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais c'est vrai que ce sont souvent des situations quand même qui sont au départ assez compliquées, voire parfois dramatiques, parce que les gens attendent souvent très, très longtemps et n'ont pas souvent été référés, enfin tôt dans le développement du problème de comportement. Et donc du coup, c'est souvent très énergivore comme consultation. Et c'est ce côté qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit tiens, je pense que là maintenant, je commence à avoir besoin de refaire justement un peu de médecine. Et donc alors évidemment, les grosses pathologies lourdes, ça reste quelque chose aussi qui peut être lourd au niveau émotionnel et au niveau énergie. Mais tu as aussi toutes les autres petites pathologies, tu as aussi les suivis de vaccins, ce genre de choses, etc. Où là, finalement, tu as des chouettes consultations, des consultations qui ne sont pas dramatiques à chaque fois non plus. Et où du coup, c'est vrai que ça ramène un peu de légèreté justement au niveau du boulot et que j'ai envie de retrouver là aujourd'hui. Après, pour tout ce qui est justement accompagnement du propriétaire, je pense que c'était déjà quelque chose que j'affectionnais énormément, et je pense qu'aujourd'hui j'ai une corde à mon arc en plus pour tout ce qui est justement affronter des situations difficiles, affronter des pathologies lourdes et etc. quoi. Donc,
Donc, si je comprends bien, pour l'instant, t'as pas encore été exposé à ça, à des patients vraiment très malades, mais de voir que Oui. toi tu l'as traversé, de savoir ce que ça fait de le vivre, ça te, comment tu dirais, ça t'amène de la confiance, de voir que tu t'étais déjà à l'aise, t'avais déjà de l'appétence pour ça, puis là en plus t'as une corde supplémentaire. Oui, oui, parce que, enfin, c'est vrai que le côté la maladie de l'animal, c'est pas nécessairement quelque chose qui va enfin, comment expliquer ça? C'est-à-dire que j'étais déjà, tu vois, dans des suivis, avec la médecine interne, mes cas de merde, comme je les appelais, voilà, où en effet, c'était des cas qui étaient souvent déjà fort compliqués et l'accompagnement de l'humain, en fait, était déjà très fort. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas pris conscience avant, qu'en réalité, j'aimais évidemment la médecine vétérinaire, mais j'aimais aussi beaucoup l'accompagnement de l'humain. Et donc c'est quelque chose qui, en tout cas, oui, c'est quelque chose qui m'appelle et j'ai envie de revenir un peu à ça, aussi, Ok, oui. trop chouette. Il y a encore une question qui m'intrigue. Parce que donc tu parles de l'humain, de l'importance des relations dans ta vie. Qu'est-ce que tu as observé dans la manière dont les autres entrent en relation avec toi depuis que tu as eu cette maladie? Alors, les personnes qui me connaissaient avant, qui ont connu évidemment la période de maladie, et cetera, c'est vrai il y a parfois certaines personnes qui vont être un peu embêtées ou un peu stressées ou quoi que ce soit. Mais comme aujourd'hui, je vais bien, enfin, si tu me vois là maintenant, que tu ne sais pas ce que j'ai traversé ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'en général, la plupart des gens maintenant reprennent un comportement tout à fait normal, j'ai envie de dire avec moi, parce que voilà, je suis en forme, je vais bien. Alors il y en a d'autres qui, justement, sont surprises que je vais bien. Mmh. Et donc parfois c'est vrai qu'on se dit: «Tiens, t'aurais préféré que je sois vraiment pas bien?» ou Viens me voir le matin en sortant du lit. Oui, mais c'est ça, mais oui, mais tout à fait. Et alors c'est vrai qu'il y a parfois aussi d'autres personnes qui ne comprennent pas que j'ai pas déjà repris un boulot à temps plein, que j'ai déjà pas je fais pas ci ou là, parce que Mmh. comme j'ai l'air en forme, Ouais. et en fait, et ça rejoint dont on parlait tout à l'heure, ce dont on se rend pas compte, c'est que pour le moment, je suis en forme et je vais bien, et cetera. Mais dans 1 heure, enfin voilà, je sais que j'aurai le contre-coup justement d'avoir eu une dépense d'énergie un peu plus forte, ou demain, ou après-demain. Et donc il y a toujours un moment où il y a cette période un peu de down, alors qui commence maintenant à s'espacer, qui sont moins fortes, et cetera. Mais c'est vrai qu'on ne me voit pas en général dans ces périodes-là, puisque là, voilà, je suis dans mon divan ou dans mon lit, je dors, je Mmh. récupère. Et donc ça serait que ça peut être perturbant pour les personnes, en face. Maintenant, les personnes que enfin voilà, que je rencontre ou qui ne me connaissent pas ou quoi que ce soit, c'est vrai que je n'expose en général pas spécialement le fait que j'ai eu un cancer, même si je ne le cache pas, parce que voilà, si dans la conversation ça s'amène que je dois préciser Oui. quelque chose ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que je peux tout à fait dire. Et c'est vrai que souvent on voit que les gens sont un peu surpris, «Ouf, ah oui, tu as eu, tu as traversé, ce genre de choses». Oui. Mais comme c'est quelque chose que moi personnellement, je vis comme quelque chose de normal, qui fait partie de ma vie, qui fait partie de mon histoire. Je pense que du coup, les personnes en face le prennent, enfin voilà, c'est une information qui est là, mais qui n'est pas, comment dire, qui ne me définit pas en fait. Et donc ça Mmh. aussi, c'était quelque chose d'important pour moi, de me dire voilà, oui, en effet, j'ai eu un cancer, mais je ne suis pas la cancéreuse en fait. Donc du coup, Mmh. enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le fait, j'ai traversé des choses difficiles certes, mais pour le reste, je suis toujours moi. Et c'est une autre version de moi. J'aurais envie de dire que c'est une version améliorée, de moi quoi, mais C'est une version qui a pris un accélérateur de croissance un petit peu violent, mais du coup, ah oui là, OK. exactement, c'est vraiment ça. Génial. J'aimerais voir avec toi Valérie, après tout ce qu'on s'est dit, s'il y a, une chose en particulier, un sujet sur lequel tu aimerais qu'on puisse encore prendre quelques minutes? Alors, enfin, juste de manière générale, pour, toutes les femmes, mais les hommes aussi qui nous écoutent, l'importance en fait de l'autopalpation, vraiment de Mmh. s'examiner. Alors ça prend 2 minutes sous la douche, examiner sa poitrine, vérifier, voilà, si on sent quelque chose d'un peu inhabituel ou quoi que ce soit, et puis vraiment s'écouter. Donc, si vous ressentez quelque chose qui n'est pas normal, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez pas en forme, et cetera, c'est OK Mmh. en fait, et on a le droit. On est des humains, on n'est pas des machines.
Et je pense que c'est vraiment important. Alors nous, encore plus en tant que soignants, c'est vrai qu'on soigne les autres, on accompagne les propriétaires, on a toujours ce besoin de s'occuper des autres. Mais je pense que pour bien s'occuper des autres, il faut déjà bien s'occuper de soi avant, se connaître, et puis vraiment prendre soin de soi, quoi. Et s'écouter. C'est, je crois, les choses les plus importantes pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec toi, Valérie, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Qu'est-ce qui te conviendrait comme mode de contact? Écoute, j'ai une page Facebook. J'en ai plusieurs. Du coup, j'en ai une perso, j'en ai une pour le yoga pilates et j'en ai une aussi, une page vétérinaire. Donc voilà, c'est un des moyens, je pense, assez simple de prendre contact avec moi. Après, c'est toujours aussi possible par mail. C'est vrai que c'est plus impersonnel, mais c'est aussi possible de prendre contact par email avec moi. Ok. Et le nom de la page Facebook vétérinaire et yoga pilates, ça s'appelle comment? Il y a une page Facebook pour le yoga pilates qui s'appelle yoga puis espace pilates avec un S et puis Animasana. Et alors sinon la page vétérinaire, c'est un vétérinaire Valérie et puis Gerget, donc mon nom Animasana aussi. Okay. Donc le Animasana pour une âme saine, pour cette importance d'avoir une âme saine dans un corps sain. Très bien, merci beaucoup. Je vais te poser ma dernière question et moi j'ai envie de la poser comme une preuve d'espoir et de confiance en la vie. Ma dernière question, elle concerne le jour de ta retraite et l'idée c'est qu'est-ce que tu voudrais pouvoir dire de ton parcours professionnel et ou de vie le jour où tu prendras ta retraite? Alors, au niveau professionnel, ce que j'ai envie de pouvoir dire, c'est que j'ai exploré toutes les facettes du métier que j'ai choisi. Et donc, toutes ces facettes, ces différentes facettes, et surtout d'avoir réussi, j'aimerais pouvoir dire que j'ai réussi à justement avoir une approche qui est globale et qui prend en compte l'animal dans son ensemble, mais aussi la famille qui est autour. Ça, je pense que ce serait vraiment un aboutissement pour moi. Et pour ma vie, c'est d'avoir une vie alors je vais peut-être pas dire la plus remplie possible, mais en tout cas une vie remplie avec beaucoup de gens autour de moi que j'aime et qui m'aiment et avec qui j'ai d'avoir cette impression d'avoir rassemblé une communauté. Alors c'est pas vraiment une communauté, mais une famille autour de moi et puis d'avoir appris à m'écouter, me respecter et puis et prendre soin de moi tout au long de ma vie, quoi. Et prendre soin du coup des autres aussi. Génial, magnifique. Merci beaucoup Valérie pour ce moment passé à tes côtés. Ça a été assez intense quand même et je te remercie d'avoir bien voulu te prêter à ce jeu de questions, d'interviews et d'avoir bien voulu nous parler comme ça de tout ce que tu as traversé. Avec plaisir. C'était vraiment très très beau moment pour moi et puis je te souhaite de passer une très belle fin de journée et je dis à très bientôt à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.